Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule de Successful Anonymous. Il est prévu qu'on parle de 3 erreurs que je vois vraiment trop souvent sur Instagram et qui peuvent ruiner l'image de marque, le branding et tous ces éléments qui sont si importants pour gagner la confiance des visiteurs sur Instagram. D'ailleurs, quand je vois une de ces erreurs-là, et quelquefois je les vois toutes en même temps, quelquefois j'en vois une, des fois 2, mais parfois elles sont toutes là, je me dis: «Vraiment, c'est dommage parce que ça décrédibilise tout le travail que la personne a investi dans ses publications et sur son compte». Des fois, on voit vraiment qu'il y a de l'effort, de la recherche et de la volonté, mais malheureusement, il y a ces 3 choses-là, ces 3 points-là, qui viennent tout gâcher, alors que ce sont des points assez simples à corriger généralement. Le pire, c'est que si ces points ne sont pas corrigés, ils peuvent vraiment nuire au business que tu es en train de mettre en place. Du coup, j'ai répertorié ces 3 erreurs les plus fréquentes, il y en a d'autres évidemment, qu'on rencontre sur les publications Instagram. C'est un épisode zéro jugement parce que moi, je suis passée par là. J'ai fait le combo des 3 erreurs, donc je peux te dire que c'est pas dramatique. Même si tu fais ces erreurs actuellement, tu vas pouvoir rectifier le tir et tout va rentrer dans l'ordre, ne t'inquiète pas. Au fait, ça fait un moment que je me suis plus présentée, donc si tu débarques pour la première fois sur ce podcast, moi c'est Déborah et j'aide les entrepreneurs neuroatypiques à développer leur business en ligne tout en préservant leur santé mentale. La spécificité, c'est qu'on peut aussi réussir en ligne même quand on a décidé de ne pas se montrer. J'en suis la preuve. Et comme tu le vois aujourd'hui, on va parler de création visuelle, du coup optimiser ton précieux temps sur des tâches de création visuelle, aussi réussir à partager du contenu visuel tout en préservant ton anonymat et surtout en préservant ta santé mentale comme je te le disais, ça fait partie de mes missions. Alors je te laisse découvrir cet épisode, cette capsule et n'hésite pas à me dire si toi tu as commis une de ces 3 erreurs ou peut-être que tu les commets encore. Dis-le moi en commentaire si tu passes sur YouTube ou n'hésite pas à m'envoyer un message sur les réseaux. Avant de continuer, j'ai quand même une information hyper importante à te communiquer. J'en parlais la semaine dernière et ça y est, la formation Canva simplifiée est enfin là. Si tu veux approfondir tes connaissances et débloquer le mode experte et zéro secret sur Canva, je t'encourage à te dépêcher pour attraper tes 50% de réduction avec le lien qui se trouve sous cet épisode parce qu'ils vont bientôt disparaître ces 50%. Cette précision étant faite, on va pouvoir passer à ces fameuses 3 erreurs qui nuisent à ton image de marque, et d'ailleurs pas que ça, sur Instagram. Je me suis inspirée d'une publication qui est sortie jeudi pour réaliser cette capsule. Donc si tu souhaites retrouver le carrousel qui reprend toutes les informations, je te mettrai également le lien juste sous cet épisode. Ça pourra te servir de post-it ou de mémo. Alors je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a certains éléments qui ne pourront jamais être dissociés. Ces éléments, ce sont ton branding, ton image de marque, ta posture et la confiance que tu vas installer sur tes différents canaux de communication. Ils sont indissociables parce qu'ils s'entremêlent et s'appuient les uns sur les autres. Par exemple, un branding négligé ne permettra pas d'établir de la confiance parce que la personne qui va voir une publication avec un branding qui est pas tout à fait raccord ou qui correspond pas au reste de ta page, il lui manquera un point d'accroche, il lui manquera une certaine sécurité finalement. Ce sera trop changeant et ça n'inspire pas la confiance. Si cette confiance n'est pas établie, c'est ton image de marque qui va en pâtir parce que tu ne pourras pas l'utiliser pour servir tes objectifs. Normalement, si tu es sur Instagram avec un compte professionnel, c'est que tu as des objectifs en tête et vers lesquels tu avances, sans confiance de tes prospects, sans confiance de tes abonnés, sans confiance des inscrits à ta newsletter, sans confiance de ton audience et de ta communauté, tu ne pourras jamais réussir à vendre quoi que ce soit, tu ne pourras jamais réussir à atteindre un quelconque objectif, tout sera très faible et surtout très fragile. Parce qu'un prospect ou une personne qui vient vers toi et qui ne rencontre pas cette sécurité, cette confiance, il est évident qu'elle n'achètera pas. C'est comme toi, j'imagine que si tu as un doute par rapport à un produit, peu importe le doute finalement que tu vas avoir, dès le moment où il y a un doute qui surgit dans ton esprit, impossible que tu sortes ta carte de banque pour payer, tu préféreras continuer à chercher, te renseigner sur les prix, sur les tarifs d'autres personnes, voir ce que d'autres proposent, etc. Et ce sont exactement ces excuses-là qui te seront servies sur un plateau
de la part de ton audience quand tu essaieras de lui vendre quelque chose. Donc sans ces 3 éléments-là, un branding soigné, une image de marque travaillée et une confiance bien installée, eh bien ta posture ne pourra jamais être crédible. Quand on parle de posture, c'est vraiment comprendre qui tu es et ce que tu viens apporter sur ce compte. Je parle de compte parce que on parle d'Instagram dans cette capsule-ci. Effectivement, si tu as quelqu'un qui débarque sur ton compte Instagram et que ta posture n'est pas claire, on va pas savoir si tu es là avec un compte personnel ou professionnel, on va pas savoir si tu es quelqu'un de confiance, si tu es là juste pour passer le temps, quels sont tes objectifs, quelle est ta mission sur Instagram. Ta posture, elle est vraiment hyper importante et donc ces 4 points, tu le vois, ils sont indissociables et c'est très important de bien les ancrer partout où tu te trouves, partout où ta présence en ligne le requiert. Donc là où le bât blesse, souvent, un des trucs que j'ai remarqué sur Instagram, c'est au niveau de la typographie, donc de la police d'écriture. Alors ne lève pas les yeux au ciel. Quand je te parle de typographie, je vais pas te donner les conseils qu'on voit un petit peu partout, du moins le conseil qu'on peut voir un peu partout et qui est très bon et qui est très pertinent et très juste par rapport à la lisibilité, etc. Ça coule de source. Moi, ce que je veux te dire, c'est, s'il te plaît, tourne ton choix vers une typographie, vers une police d'écriture qui supporte les accents en français. Parce que toutes ces belles polices d'écriture que tu vois, elles sont magnifiques, elles sont canon, on est d'accord. Et en anglais, ça pose aucun problème, t'as aucune question à te poser. Tu vas, tu sélectionnes, tu télécharges ta police, tu l'importes sur Canva, tu l'utilises, tu fais tous tes visuels comme tu as envie, il n'y a aucun souci. Mais si ta police d'écriture ne supporte pas les accents, et on a quand même pas mal d'accents, sur les E, sur les I, sur les U, sur les A, sur les O, ça va être vraiment hyper important que tu prennes une police d'écriture où les accents ressortent sur ces lettres en gardant ta lettre dans le design prévu par la police d'écriture que tu as choisie. Dans la publication que j'ai partagée sur Instagram et dont je te parlais, j'ai mis un exemple. Mais en gros, je vois beaucoup de personnes qui ont des chouettes polices d'écriture, elles sont fun, elles sont marrantes, elles sont originales et tout, mais dès qu'il y a des accents qui interviennent, c'est une catastrophe. Parce que la typographie reste fun et chouette et originale, sauf là où il y a des lettres avec accent. Là, la lettre revient à un état normal, sans effet spécial, si tu veux. Sur le visuel, ça rend pas bien du tout. Et si jamais t'es dans le cas et tu te dis « Ah mince, elle parle de moi », ne te sens absolument pas vexé parce que moi-même, je te dis, j'ai eu le cas. On revient en 2019. J'avais une identité visuelle assez différente de celle que j'ai maintenant. Pour celles qui me suivent depuis le début, c'était la fameuse identité visuelle avec les gros tentacules de poulpe au-dessus du clavier et avec les lunettes geek. À cette époque-là, rien n'allait. Bon, mon logo était génial, je l'adorais, il était magnifique. Ma typo aussi, mais je l'ai choisi avec le cœur. Déjà, c'était une typo type brush, qu'on aurait plutôt tendance à choisir pour un profil artistique. Moi, je l'ai choisie parce qu'elle était belle, et que ça me rendait heureuse finalement de voir cette typographie, mais ça collait pas du tout à mon profil professionnel. Tout ça, je l'ai appris bien plus tard. Toujours est-il que cette fameuse police d'écriture, qui s'appelle Alphabet Pony, c'était une écriture brush, donc comme écrite au pinceau, et quand je mettais des E avec accent, il y avait subitement une lettre en imprimé au milieu de mon mot. Donc au début déjà, je savais pas du tout ce qui se passait, je comprenais pas, je savais pas que c'était lié à ça. Enfin, je savais même pas que c'était un point auquel il fallait prêter attention. Ensuite, quand je me suis aperçue que quelque chose clochait, j'ai commencé à écrire sans accent. Et là, ça va pas du tout, parce que de nouveau, au niveau de la crédibilité, je me disais, mais on va croire que j'écris avec des fautes d'orthographe, je sais qu'il y a des accents ici et là, donc ça va pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à mettre des apostrophes sur Canva. Donc, si tu veux, j'écrivais ma phrase ou j'écrivais mon bloc de texte sur Canva. Et partout où il fallait un accent, j'utilisais une nouvelle ligne de texte où je mettais simplement une apostrophe et je plaçais cette apostrophe au-dessus de chaque lettre. Je te laisse imaginer le temps perdu. Donc ça, c'est une catastrophe. Mais c'était mon seul moyen pour rester sur cette typographie que je voulais pas lâcher parce que je te dis, je l'adorais trop et quand même avoir mes accents au bon endroit. Donc voilà, jusqu'à ce que je change de police d'écriture et que je m'assure que les accents étaient supportés par cette police-là, j'ai galéré avec les accents. Mais c'était un moindre mal parce que au moins mes textes avaient l'air d'être ok. Et c'était plus supportable pour moi de faire ça et de perdre du temps comme ça que d'accepter de voir sur mon feed ou dans ma communication des lettres qui n'avaient rien à voir avec le reste en fait. Donc ce que tu peux faire pour éviter ce problème, déjà c'est aller vérifier tout de suite si t'as pas ce problème. Parce que quelquefois, on s'en rend même pas compte, c'est assez léger, et c'est quand on nous le fait remarquer qu'on se dit « Ah mais mince, c'est vrai ». Donc, première étape, va voir si ta police d'écriture supporte les accents ou non. Ça, tu pourras le savoir en testant tout simplement. Si tu décides de changer de police d'écriture, je te conseille d'aller sur un site comme dafont.com, je te mettrai le lien sous l'épisode, où il est possible en fait de mettre
une ligne de texte pour prévisualiser ce que ça va donner avec telle ou telle typographie. Donc ça, c'est pas mal. Et autrement, si tu es déjà sur Canva, tu mets une ligne de texte sur ton visuel, tu écris une phrase, avec des accents bien sûr, et tu vas sélectionner différentes polices d'écriture qui te plaisent pour voir si elles supportent ou non les accents. Tu peux te dire qu'on est en train de chipoter pour une histoire d'accent, mais en fait, j'ai envie de te dire que, et encore plus sur Instagram, il y a tellement de personnes qui publient du contenu et c'est tellement difficile de se démarquer que si en plus de ça, c'est bancal sur des détails comme ça, eh bien les personnes vont aller ailleurs où il n'y a pas ce type de problème. Donc autre erreur que je vois beaucoup, c'est les personnes qui ne respectent pas les proportions de leur visuel. Je le dis avec la plus grande affection du monde parce que de nouveau, c'est quelque chose où c'était catastrophique chez moi à un moment donné, donc j'avais l'impression que c'était très bien mais c'était pas bien du tout. La gestion des espaces sur un visuel, et le respect des proportions, c'est absolument indispensable parce que si tu présentes un visuel qui est mal structuré, déjà personne n'aura envie de lire ce visuel et ensuite il donnera une image amateur à ton compte. Donc au niveau de la gestion des espaces, il faut vraiment bien laisser ton visuel aéré. Donc il faut surtout éviter que ton texte, par exemple, si tu es sur Canva et que tu es en train de travailler ton visuel sur Canva, il faut absolument éviter que ton texte touche les bords de ton visuel à gauche et à droite. Mais il faut aussi éviter que les textes, il y en ait trop en fait, ou trop d'éléments sur une page ou des choses comme ça. Il faut que ça respire un petit peu partout. Il faut qu'il y ait une distance de sécurité autour de chaque élément ou autour de chaque bloc de texte. Sans ça, de nouveau, si on se retrouve sur ton compte Insta et qu'on voit tes visuels qui sont déstructurés, etc., comme je te le disais, on n'aura pas envie de lire, on va se dire que ça fait très très amateur, et alors ajoute à ça le problème des accents, et c'est la totale. La chose que tu peux faire pour t'aider, et je t'encourage vraiment à faire ça, quand tu es sur Canva, c'est d'utiliser les guides. Donc tu peux ajouter un guide horizontal ou un guide vertical. En fait, ce sont des lignes que tu vas pouvoir tirer de haut en bas ou de gauche à droite, et qui vont tout le temps rester au même niveau. Donc avec ces lignes, avec ces guides, tu vas pouvoir par exemple former un rectangle qui représente la zone où tu peux publier ton texte et de laquelle il ne faut absolument pas que ton texte dépasse. De nouveau, je t'invite à aller voir la publication que j'ai partagée. Comme ça, tu vas comprendre en un regard, puisque j'ai mis des visuels pour expliquer un petit peu tout ça. Mais donc, en gros, il faut vraiment que ça respire au-dessus, en dessous et sur les côtés. Et ensuite, que toutes tes lignes arrivent au même niveau, que quand c'est décalé par des bullet points ou des flèches ou quoi que ce soit dans ce genre-là, que ce soit décalé un peu plus sur la droite ou quoi, eh bien c'est pas un souci, mais il faut là aussi que ce soit bien aligné. Et en fait, c'est l'addition de tous ces petits détails qui vont faire que tu vas avoir un visuel de qualité, clair et qui donne envie d'être lu. Et surtout qui donne envie d'être enregistré. Ça va vraiment installer la posture professionnelle et l'envie de s'abonner à ton compte et de suivre ton contenu. Puisque je ne remets pas en cause un seul instant le fait que ton contenu soit de qualité et de valeur, là on parle vraiment de l'aspect visuel. Le troisième point, et là je plaide coupable, parce que jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, je le faisais, et d'ailleurs je me suis fait remonter les bretelles par la graphiste qui a réalisé mon identité visuelle, ma charte graphique et mes avatars, donc par Ophélie, coucou si tu m'écoutes. Là vraiment la cohérence, c'est le troisième point qui peut être problématique sur un compte Instagram. Alors ce que j'entends par cohérence, c'est vraiment de rester logique dans ce que tu proposes au niveau des visuels de ton compte Instagram. Alors je sais que les éléments 3D c'est génial, que les dessins style doodle c'est trop cool, que t'aimes bien probablement mettre des vignettes aquarelles un petit peu sur tes visuels pour adoucir tout ça, mais d'un autre côté t'aimes tout ce qui est pop art, t'as probablement un faible pour les personnages d'un certain dessin animé, ou tu aimes vraiment beaucoup telle et telle couleur, et t'as envie de tout mettre sur ton visuel parce que tu veux faire passer ta personnalité à travers de tes visuels, tu veux montrer ce que tu aimes, etc. Mais Massista, c'est tout faux à ce niveau-là. Tout ce qu'on va voir, c'est du charabia et de l'incohérence, et ça va faire fuir les personnes qui pourraient être potentiellement intéressées par ton contenu. De deux choses l'une, si tu veux un compte avec des inspirations, ou un compte un petit peu fourre-tout où tu vas pouvoir mettre tout ce qui te plaît, montrer ce qui te plaît, etc., je t'invite à ouvrir un compte Instagram personnel. Et là, tu pourras faire absolument ce que tu veux. Deuxième chose, si tu as une identité visuelle et si tu as réalisé une charte graphique auprès d'une professionnelle, c'est pas pour décorer en fait, c'est pour l'appliquer. Donc normalement, si tu as fait appel à une professionnelle, comme ça a été mon cas avec Ophélie de By Ophé, eh bien la professionnelle du graphisme va
t'expliquer comment tu peux utiliser tes différents éléments, ce que tu peux faire avec tes typographies, ce que tu n'as absolument pas intérêt à faire avec tes couleurs. Et si tu tombes sur quelqu'un de gentil, elle va même te mettre quelques exemples avec des publications à toi qu'elle va reprendre pour un petit peu restructurer les choses comme ça doit être fait avec ton identité visuelle. Bon, ça, c'est la première chose. Si tu ne sais pas du tout quoi faire, retiens déjà le principe que less is more. Moins, c'est plus. Et en fait, au moins tu vas mettre de choses sur ton visuel, sur ton design, au mieux ça va être, au mieux ça va rendre et au plus clair ça va être. Mais surtout, déjà tout ce qui est 3D, soit tu utilises des éléments 3D, soit tu n'en utilises pas. Donc moi personnellement, parce que je te disais que je me suis fait tirer les bretelles, à un moment donné, j'utilisais des éléments 3D. Je trouvais ça juste trop mignon, trop cute et tout. Je me disais c'est trop chouette, ça rend trop bien. Et en fait, quand je regardais mes visuels, je me disais mais il y a quelque chose qui va pas. Mais c'est trop beau quand même. Voilà ce que moi je me disais très humblement. Et un jour donc j'ai reçu un message d'Ophélie qui m'a dit je peux savoir ce que tu fais parce que tu n'utilises absolument pas ton identité visuelle correctement. Là, tu nous fais du n'importe quoi. Il n'a jamais été question de 3D, donc qu'est-ce que ça fait là? Je rigole parce que franchement, je suis tombée de haut, j'étais un peu déçue, je me disais: «Oh là là, mais j'aime bien» et en fait, elle avait totalement raison et en plus, à ce moment précis, ça m'a permis de faire un petit revirement au niveau de l'exploitation de mon identité visuelle et j'ai vraiment fait attention. J'ai commencé à être beaucoup plus light dans les éléments que j'utilisais aussi et c'est comme ça que je peux vraiment te conseiller ce point-là parce qu'il est vraiment hyper important. Reste cohérente, offre de la cohérence à tes abonnés pour que les personnes comprennent que c'est quelqu'un de professionnel qui est derrière ce compte, la personne sait ce qu'elle fait et elle délivre en plus énormément de contenu. On s'abonne, on enregistre et on partage. C'est ça le chemin qui va se faire de façon très schématisée dans la tête de la personne qui arrive sur ton compte. Alors comment tu peux faire à part retenir que les éléments 3D ne se mélangent pas avec les éléments 2D par exemple? Eh bien, si on prend l'exemple sur Canva, il y a sur chaque élément que tu utilises sur Canva, quand il se retrouve sur ton design, sur ton visuel, et que tu cliques dessus, tu vas voir apparaître dans la barre supérieure un petit i dans un rond. C'est le bouton information. Ce bouton information, il est très précieux parce que il te donne la possibilité de cliquer sur une ligne où il y a écrit voir plus de, et en fait c'est voir plus du même auteur. Donc déjà, si tu as aimé un élément, il est fort probable que tu aimes d'autres éléments de cette personne, et en cliquant là-dessus, tu vas voir toute une sélection de cette créatrice ou de ce créateur-là qui te seront proposés et donc tu pourras les piocher là-dedans. Déjà, ce sera un bon début. Ensuite, tu as aussi des mots-clés et les mots-clés ils vont être importants parce que si tu ne proposes pas de visuel avec de la 3D, très bien, il n'y a pas de souci, mais tu as vu une flèche que tu aimais bien, eh bien tu vas pouvoir reprendre exactement les mots-clés qui ont été utilisés pour cet élément, mais tu ne mettras pas à côté 3D, tu laisseras juste ça comme ça. Ou par exemple, si toi dans tes visuels, tu as envie de proposer du line art, tu vois, ces lignes qui ne s'arrêtent pas, ces éléments visuels qui sont réalisés avec une ligne où normalement on ne lève pas la pointe du stylo, eh bien tu vas pouvoir taper cœur, line art, ou si tu as besoin d'un agenda, tu pourras écrire planeur, line art ou des choses comme ça, mais tu vas chaque fois utiliser ce mot-clé line art dans ta recherche et ça va te permettre de retrouver toutes sortes d'éléments qui correspondront certainement beaucoup mieux à ce dont tu as besoin pour que ça reste cohérent. Donc voilà au niveau des 3 points importants que tu dois garder en tête qui peuvent très vite devenir des erreurs qui vont nuire à ton image de marque si tu n'y prêtes pas attention. Donc c'est la police d'écriture que tu vas choisir, veille à ce qu'elle supporte les accents par pitié, la gestion des espaces et des proportions sur tes visuels, et alors apporte de la cohérence dans ce que tu proposes. Et c'est déjà tout pour cette capsule. Je te remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te rappelle que la formation Canva est là et elle est à moins 50% jusqu'au 24 mars. Je t'encourage vraiment à aller voir ce lien parce que le prix est plus qu'abordable. Et en rejoignant Canva Simplifié, tu vas pouvoir justement simplifier la gestion de ton branding, de ton image de marque et bien plus encore avec Canva et je serai heureuse de t'accompagner en ce sens. En plus, il est possible d'accéder à un complément qui s'appelle Make My Money Canva qui est simplement et exclusivement à disposition des membres de Canva Simplifié. Alors ce serait dommage de rater ça. Quant à moi, je te souhaite un excellent week-end ou une très bonne journée si tu écoutes ça un autre jour de la semaine et prends bien soin de toi, c'est absolument essentiel. Bye!